Donc quelques mots sur moi et sur la société dans laquelle je travaille. Donc moi je m'appelle Victor Lomné, je travaille à Ninja Lab. On est une petite société basée à Montpellier. On est 4 et on fait principalement de la cryptologie et de la sécurité matérielle, et notamment on est spécialisé dans des types d'attaques qu'on appelle attaques par canaux auxiliaires ou side channel attacks en anglais, où en fait on va prendre des composants qui font de la crypto, par exemple des cartes à puce. Et on parle à la carte à puce pendant qu'elle fait des opérations crypto. Et nous, on va mesurer sa consommation électrique ou son activité électromagnétique. Et si jamais l'implémentation crypto est mal sécurisée, on peut, en faisant des traitements mathématiques sur les mesures qu'on a faites, on arrive à extraire les clés cryptographiques. Voilà. Et il y a d'autres classes d'attaques comme ça dans le monde des attaques matérielles et attaques par faute, où on vient envoyer des glitches électriques à la carte à puce pour, pareil, bypasser les mécanismes de sécurité, des choses comme ça. Voilà. Et donc, les origines de cette présentation, c'est qu'en fait, en 2021, on a publié un travail, une attaque par canaux auxiliaire sur la clé Google Titan. Quand on a, après tout, c'était un travail assez long. Une fois qu'on l'a fini, il se trouve que dans la clé en elle-même, il y avait un secure element. Ce qu'on appelle un secure element, c'est un composant qui est dédié à faire de la sécurité et de la crypto. Le secure element de la clé Google Titan, c'était un composant de chez NXP. Et du coup, quand on a eu fini cette attaque, on a acheté plein d'autres clés FIDO, d'autres fabricants qu'on a ouvertes, pour regarder si elles n'avaient pas le même secure element, pour voir, quitte à avoir passé beaucoup de temps à mettre en œuvre une attaque, on s'était dit, si finalement notre attaque elle s'applique aussi à d'autres produits, autant faire d'une pierre plusieurs coups. Et donc, du coup, il y avait plein de clés qu'on a achetées, où on a vu ce qu'il y avait dedans, etc. Et ça ne faisait pas partie, c'était pas lié au travail sur la clé Google Titan. Et donc, l'idée de ce travail, c'était de présenter un peu ce qu'on avait vu dans les clés FIDO, vu que c'est une norme qui est de plus en plus adoptée, on va dire, notamment dans le monde de l'entreprise, et qui est plutôt une bonne norme au niveau sécu. Voilà, c'était un peu l'histoire, était l'idée un peu de partager tout ça. Donc du coup, ma présentation, d'abord je vais vous parler du protocole FIDO et des tokens hardware. Ensuite, je vous parlerai du coup des teardowns. Donc ce qu'on appelle les teardowns dans la sécu hardware, ou même dans les analyses de produits hardware, c'est quand on prend un produit, on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans, les différents composants, tout ça. Et ensuite, je vous parlerai d'autres types d'authenticators FIDO, pas que les hardware, et quelques conclusions à la fin. Donc le FIDO, historiquement, c'est une initiative, c'est une association de plusieurs industriels dont le but était de réduire la dépendance au password. Et le but principal derrière tout ça, c'est de combattre les attaques par phishing, où on vient en remote voler un login mot de passe à un utilisateur et pour se connecter à son compte Google, à son compte Facebook, je ne sais quoi. Voilà. Donc historiquement, c'est Google, NXP et Yubico qui ont mis en place la première génération du standard. Et puis plus tard, il y a la FIDO Alliance qui a été créée. Maintenant, il y a pas mal de grosses sociétés qui adhèrent à cette alliance. Voilà. Donc le concept, c'est d'utiliser un second facteur d'authentification, 2FA, 2FA. Maintenant, on en entend parler de plus en plus. Après, ça peut être une application mobile, un token hardware, une clé hardware, ça peut être différentes choses. Donc l'idée, c'est que quand vous allez vous loguer sur votre compte Google, par exemple, si vous activez l'authentification à un second facteur, vous n'avez plus que login mot de passe à mettre, mais vous devez faire login mot de passe plus le second facteur d'authentification pour se loguer sur son compte. Donc comme ça, si un attaquant vous vole votre login mot de passe par phishing, et s'il n'a pas votre token FIDO, il ne peut pas se connecter à votre compte, c'est l'idée. Donc les spécifications ont pas mal évolué avec le temps. Donc je vais pas rentrer, je rentrerai très légèrement dans les détails, mais c'est un peu, je pense que tout le monde ici, on est tous amenés à passer du temps dans les datasheets, dans les normes. On sait que c'est pas le truc le plus passionnant dans le domaine, mais voilà. Et donc voilà, donc il y a eu une première vraiment documentation en 2014 avec deux parties U2F et UAF. Puis après en 2015, il y a eu la version 2 de FIDO, et WebAuthent en 2016 pour la partie, on va dire, front-end entre guillemets web, etc., etc. Et en gros, de nos jours, ce qu'ils appellent FIDO 2, c'est la partie WebAuthent et ce qu'ils appellent CTAP2. Voilà. Donc, dans le protocole FIDO, il y a trois parties d'un point de vue, on va dire, théorique. Il y a ce qu'ils appellent la relaying party. Donc, à chaque fois, je vais prendre l'exemple de Google, parce que c'est assez parlant pour tout le monde, je pense. Donc, la relaying party, c'est le serveur de Google.
Ensuite, il y a le client. Donc ça va être notre navigateur web, où on va, à la base, on rentre notre login mot de passe pour se connecter à notre compte Google. Et puis l'authenticator. Donc par exemple, une application mobile, un token hardware, etc. Donc la partie dans la norme, la partie U2F où c'était AP1, c'est le protocole ça définit le protocole de communication avec l'authenticator. Donc typiquement nous qui faisons de la sécurité matérielle, c'est ça qui nous intéressait. Et le protocole, d'un point de vue utilisation, il fonctionne en deux phases, une phase de registration, une phase d'authentication. Et l'authenticator, il va stocker deux types de paires de clés cryptographiques. La paire de clés d'attestation. Il y en a une par authenticator. C'est une façon de prouver que l'authenticator, ce n'est pas un clone. Et les paires de clés des credentials. Et là, on va avoir une paire de clés par service. Donc, comme vous le voyez sur ce magnifique schéma, si mon authenticator FIDO, je m'en sers pour mon compte Google, mon compte Facebook, mon compte GitHub, etc., j'aurai une paire de clés par service auquel je vais m'authentifier. Donc, en quelques mots sur la phase de registration. Donc, la première fois que j'ai mon compte Google et je me dis, tiens, je vais activer le 2FA sur Google, je me suis acheté une clé FIDO. D'ailleurs, merci, parce que voilà un très bel exemple de clé FIDO, hein, les Yubico. Et donc là, du coup, je me dis, tiens, aujourd'hui, maintenant, je vais monter mon niveau de sécurité d'accès à mon compte Google. Et donc, je vais faire cette phase de registration. Donc, ce qui se passe, c'est que le client, mon navigateur web, va contacter la relaying party, le serveur de Google, pour initier la registration ceremony, comme il s'appelle ça dans la norme. Ensuite, le serveur, il va envoyer un challenge, de l'aléa à l'authenticator, enfin, au navigateur web qui le relaie à l'authenticator. L'authenticator, il va générer une clé ECDSA, donc c'est un algorithme de cryptographie à clé publique très connu. Marche un peu comme RSA. Et donc là, ça va générer une paire de clés. Une clé privée qui va rester dans l'authenticator et une clé publique qui va être renvoyée au serveur avec d'autres informations. Et donc l'idée est la suivante, c'est que du coup l'authenticator il a généré une paire de clés cryptographiques dont la clé privée va rester durant toute sa durée de vie dans l'authenticator, dans le token hardware, et la clé publique qui va permettre de vérifier à chaque fois les signatures cryptographiques, elle est renvoyée au serveur. Ensuite, à chaque fois que je vais m'authentifier sur mon compte Google, login, mot de passe, et ensuite, je vais devoir connecter ma clé FIDO en USB, en NFC, etc., à mon ordi ou à mon téléphone. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la relaying party va envoyer un key handle et surtout va envoyer un challenge au client qui va être relayé à l'authenticator. Et donc, l'authenticator, qu'est-ce qu'il va faire avec ce challenge? Il va le signer avec sa clé privée. Il va renvoyer tout ça à la relaying party au serveur. Et le serveur, comme il a la clé publique correspondante qu'il avait récupérée pendant la phase de registration, il va pouvoir vérifier que la signature cryptographique, elle est valide. Et donc là, il va donner l'accès du coup au compte Google. Donc du coup, c'est assez robuste puisque en fait, ça se base sur de la cryptographie. L'implémentation cryptographique, elle est faite dans l'authenticator. Donc il n'y a pas, même si l'ordinateur ou le téléphone est hacké, il n'y a pas moyen de rentrer dans ce genre de clé-là. Et en plus, la paire de clés cryptographiques dans la phase d'avant, elles avaient été générées dans le token et la clé privée ne sort jamais du token. Du coup, bon, c'est d'un point de vue sécurité software, c'est assez costaud. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Il y a quelques layers de sécurité optionnels qui permettent de durcir encore plus, enfin d'utiliser le protocole la norme avec le maximum de sécurité. J'ai parlé tout à l'heure de clés d'attestation. Donc ça va être une paire de clés cryptographiques. Donc ça va marcher de la même manière et ça permet de vérifier le côté genuine de l'authenticator. Par la suite, il y a eu des problèmes de privacy qui ont été mis en évidence. Depuis, il y a des propositions, notamment de Yubico, pour faire en sorte qu'on ne soit pas trahi quand on utilise sa clé, par exemple sa clé Yubico, qu'on ne soit pas trahi de tiens, je suis sur tel service, je suis sur tel service. Et puis, il y a aussi un concept de compteur. Donc, le serveur, il peut, s'il veut, implémenter un compteur. Et donc, à chaque fois que je vais me connecter sur mon compte Google, le compteur sera incrémenté. Et ça permet de, si jamais quelqu'un arrive à faire un clone du token,
ce concept de compteur permet théoriquement de se rendre compte que, bizarrement, là, Victor, il se connecte sur son compte Google, mais c'est marrant, il me fournit un compteur qui n'est pas à la bonne valeur par rapport au compteur que le serveur avait gardé en mémoire. Et voilà. Mais ça, après, c'est côté serveur, c'est les services comme Google, GitHub, Facebook qui décident de l'implémenter ou pas. Donc, on est un peu dépendant de eux. Et effectivement, ce n'est pas forcément les plus transparents sur ces aspects-là. Quelques mots encore sur la partie FIDO2, enfin l'amélioration FIDO2. Donc les principales améliorations, c'est que dans FIDO2, on va pouvoir choisir, est-ce qu'on veut toujours se connecter avec login mot de passe, puis ensuite avec son token et avec les deux phases que je vous ai expliquées, ou est-ce qu'on peut par exemple passer en passwordless? C'est possible de le configurer comme ça en FIDO2. Et donc là, je le résume là, soit on peut le refaire, soit on peut passer en passwordless. Donc je configure mon compte Google, j'ai plus de login mot de passe, j'ai plus qu'à chaque fois que je me connecte à mon compte Google, je dois présenter mon authenticateur FIDO. Je peux sinon faire comme on faisait en FIDO 1, authenticator plus user presence. Un certain nombre de tokens hardware, ils ont un petit bouton. Donc il faut en plus appuyer dessus quand on fait une phase d'authentification. Où on peut encore, si on veut, on peut mettre plusieurs layers de sécurité, on peut faire du 2FA et rajouter un PIN ou de la biométrie, puisque certains tokens ont un capteur d'empreinte digitale ou un petit clavier. Voilà. Donc voilà. Et effectivement, le FIDO 1, bien sûr, FIDO 2 est backward compatible avec FIDO 1. La norme s'améliore, mais les anciennes générations de la norme marchent toujours. Voilà. D'un point de vue cryptographie, alors je ne sais pas si vous êtes peut-être plus du monde de la sécurité logicielle, mais au niveau cryptographie, dans FIDO 1, on utilisait l'algorithme ECDSA, donc c'est de la cryptographie basée sur l'écho elliptique. C'est quelque chose qui existe depuis le début des années 2000, qui est mondialement validé par tout le monde comme des méthodes de cryptographie sûres. Et dans FIDO 2, donc dans FIDO 1, il fallait faire donc la signature courbe elliptique ECDSA sur une courbe elliptique qui est définie par le NIST, donc l'organisme de standard américain, qui définit la plupart des algorithmes cryptographiques utilisés dans le monde. Et dans FIDO 2, ils ont étendu les algorithmes cryptographiques qui sont supportés par la norme, qui doivent être supportés. Et donc voilà, on peut toujours faire de la signature ECDSA, mais sur différentes courbes elliptiques, ou aussi avec du RSA, ou avec SM2. SM2, c'est l'équivalent de RSA aux courbes elliptiques, mais défini par le gouvernement chinois. Les Chinois, ils ont un peu redéfini tous leurs algorithmes de cryptographie. Ils n'utilisent pas les mêmes que le reste du monde. Donc voilà. Bon, voilà. Donc maintenant, quelques mots sur les authenticateurs FIDO hardware. Donc comme je vous disais, un authenticator dans la norme FIDO, ça peut être implémenté de différentes manières. Ça peut être une application qui tourne dans un navigateur web. Ça peut être une application mobile qui tourne sur Android ou iOS, ou ça peut être un token hardware. Et dans le cas d'un token hardware, clairement, c'est la forme la plus sécurisée d'authenticateur FIDO, puisque tout va se passer dans une clé, comme je vous le présenterai après, qui est quand même déjà compliquée à ouvrir, etc. etc. Ou niveau logiciel, bon, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau attaque. Les interfaces de communication, ça va être de l'USB, du NFC, du BLE. Il y a aussi des authenticateurs FIDO qui sont vendus sous forme de carte à puce, donc avec carte à puce contact ou sans contact. Et le minimum que doit fournir un authenticateur FIDO hardware, c'est l'interface de com, des capacités de cryptographie, donc il faut qu'il y ait de la cryptographie qui soit implémentée, et de la mémoire non volatile pour pouvoir garder un certain nombre de données par rapport aux différents comptes qu'on va enregistrer sur notre clé. Pour ce qui est de la surface d'attaque sur les authenticateurs FIDO hardware, donc, on peut imaginer un concept d'attaque par relais. Si l'utilisateur laisse brancher son authenticateur à son laptop, par exemple, tout le temps, le matin, j'arrive, je mets mon authenticateur dans le port USB, je le laisse toute la journée. Donc, on peut, dans le protocole FIDO, comme je vous disais avant, on peut choisir d'utiliser le byte de contrôle qui permet de prouver la présence de l'utilisateur. Donc ça, c'est une façon un peu de se protéger contre l'attaque par relais.
voilà, mais ça reste des options. Après, il y a un autre comment dire, concept d'attaque qu'on appelle génériquement l'attaque evil maid, donc l'homme ou la femme de ménage comment dire, malveillant. Et donc ça, typiquement, c'est le concept d'attaque qui nous correspond plus à nous, qui faisons de l'attaque matérielle, où on a besoin de prendre le device hardware et de faire des manips dessus pendant un certain temps pour potentiellement extraire des secrets cryptographiques. Et donc là, dans ce cas-là, l'idée, ça va être d'extraire les secrets cryptographiques pour cloner le produit et le remettre ensuite dans la poche ou dans la chambre d'hôtel de l'utilisateur qui est attaqué. Et donc, du coup, effectivement, il y a plusieurs chemins d'attaque imaginables. On peut imaginer une attaque logicielle où on va attaquer le produit par l'interface de communication. Pourquoi pas ? On peut imaginer des attaques qu'on appelle de cryptanalyse physique. Donc, c'est les attaques par canaux auxiliaires pour lesquelles on est assez spécialiste chez nous à Ninja Lab, ou les attaques par faute. Ou on peut aussi imaginer des attaques où on va essayer d'extraire le firmware, ce qui peut être fait logiciellement, même si en pratique, sur ce genre de produit, il ne faut pas trop rêver, ou matériellement. Il y a des attaques matérielles encore plus folles, où on vient ouvrir le boîtier, on vient ouvrir le boîtier du composant électronique, et on vient poser des micro-pointes, des mini-aiguilles micrométriques sur des lignes de bus à l'intérieur du composant. On le met en fonctionnement, et on voit les données passer entre la mémoire flash et le processeur du composant, et on extrait des choses comme ça. Il y a des gens qui savent faire ça. Voilà. Ah oui, quelques petites remarques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les clés cryptographiques qui sont générées pour chaque service, elles sont générées sur l'authenticator et elles sortent jamais de l'authenticator. Donc quand on veut prototyper une attaque, typiquement comme ce que nous on fait, une attaque par canaux auxiliaires, quand on bosse sur ce type de produit, on est à secret inconnu. On ne peut pas s'entraîner sur dire je prends le produit. Là, je connais la clé pour commencer, j'essaie d'attaquer le produit. Je commence à retrouver la clé cryptographique. La connaissance, c'est facile de vérifier si mon attaque elle ressort le bon secret ou pas. Dans le cas de Fido, on ne peut pas. Donc, il faut trouver des ruses pour prototyper une attaque. Et par contre, l'option passwordless que propose l'amélioration Fido 2, ça, par contre, ça peut rendre certaines attaques plus efficaces. Puisque si j'arrive à extraire la clé cryptographique d'un token Fido, et que l'utilisateur l'a configuré en passwordless, j'ai plus besoin de faire une attaque de phishing à côté pour récupérer le login mot de passe. Voilà. Dans la norme FIDO, il y a différents levels de certification qui sont définis. On sent que pour l'instant, c'est un peu le début. Bon, en gros, fonctionnel, c'est juste que ça respecte que ça marche. Level 1, voilà, c'est on se protège contre certaines attaques remote qui peuvent être scalables, comme le phishing. Voilà, level 1+. Level 2, on commence à ajouter des requirements sur l'OS. Quel OS, enfin, si l'authenticator, c'est une appli, par exemple, sur un mobile, sur le niveau de l'OS, etc., au niveau sécurité. Et après, il y a des levels 3 et 3+, qui sont censés prendre en compte notamment le cas d'authenticator hardware, où il va y avoir des composants de sécurité, des secure elements qui sont utilisés dans le token. Et le peu que je me suis renseigné sur le process de certification FIDO pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que tout est défini sur leur site web. Par contre, on sent que c'est pas encore très bien défini au niveau du process, qu'il n'y a pas vraiment c'est pas évident d'identifier les produits qui sont déjà certifiés. Ils ont une liste de produits qui sont déjà certifiés, mais il n'y a pas entre le nom commercial. Enfin, c'est pas clair comment identifier le produit. Et il n'y a pas de certificat formel accessible sur le web. Un rapide mot, que j'ai pas de slide pour l'étayer, mais il se trouve que dans mon passé, j'ai travaillé de nombreuses années à l'ANSSI, et notamment j'ai été entre autres impliqué dans les certifications de critères communs, comme je vais en parler rapidement après, dans le monde notamment des produits hardware, passeport biométrique, choses comme ça. On utilise une norme ISO qui s'appelle les critères communs, qui est un peu le top du top pour faire de la certification de sécurité d'une certaine classe de produits numériques. Et donc voilà. Et les critères communs, c'est assez lourd, c'est très très lourd. Si un jour vous êtes soit dans une boîte qui développe un produit qui va se faire certifier critères communs, ou dans un laboratoire d'expertise de sécurité qui va valider, qui va tester le produit, etc., vous vous rendrez compte qu'effectivement que les critères communs, il y a plein de comment dire,
au niveau de la sécurité, donc il y a plusieurs niveaux de sécurité, mais il y a plein de requirements pour montrer que le produit est bien sécurisé. Mais au-delà de ça, par exemple, le site du développeur, du fabricant où est développé, ou les sites où va être développé le produit vont être audités. On va vérifier qu'on ne peut pas s'introduire dans les fenêtres, le réseau informatique, etc. Ça va assez loin, ça peut aller très loin les critères communs. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Regardons un peu l'intérieur d'un certain nombre de tokens FIDO. Donc, je ne les ai pas tous achetés, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une infinité. Et puis, vous allez voir qu'il y a aussi plein de marques, notamment asiatiques, qui font des clones ou des... Enfin, voilà, on ne sait pas trop après. Le premier que je vous présente, c'est le produit historique de Yubico, donc la YubiKey Neo, qui est plus vendue maintenant. C'était la première génération. Donc il y avait il y a deux composants. Un composant pour la communication avec l'interface USB et l'interface, je crois que c'était du NFC qu'il y avait là-dessus. Et un autre composant qui est le Secure Element qui va faire la crypto et qui va stocker les cryptographiques. Donc ce composant-là, le Secure Element, il est certifié. Quand je dis CC, c'est critères communs. C'est ce que je vous racontais à l'instant. Il est certifié critères communs, on va dire, au plus haut niveau de sécurité. Sauf que c'était un vieux composant des années 2000 qui a été certifié que jusqu'en 2015. Et par rapport aux attaques connues, on en reparlera dans le cas de la clé Google Titan. Donc depuis Yubico, ils ont sorti plein de nouveaux produits. Donc en gros, c'est la génération 5. Je ne sais pas pourquoi, ils sont passés de 1 à 5. Et voilà. Donc il y a plusieurs sous-séries YubiKey 5. Et elles sont toutes basées sur un nouveau Secure Element, qui est un Secure Element, le SLE78 de Infineon. Pour les gens qui connaissent bien les composants sécurisés du monde des cartes à puce et compagnie, c'est un peu un des best-sellers mondiaux. Infineon, c'est une boîte allemande qui fournit notamment les Secure Elements pour les passeports biométriques allemands et compagnie. Le choix qu'a fait Yubico sur ses produits les plus récents, c'est que ce Secure Element Infineon, l'avantage, c'est un Secure Element qui fait de la cryptographie, etc., mais qui fait aussi interface USB. Donc du coup, dans ces produits, il n'y a qu'un seul composant, ce composant Infineon SLE78, donc qui est lui aussi certifié critères communs au plus haut niveau de sécurité, et qui du coup fait tout le travail. Il n'y a pas besoin de deux composants dans les tokens. Il se trouve que là, ces produits-là, ils sont certifiés aussi FIDO2 level 1. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils sont certifiés qu'au level 1 d'après la norme FIDO, puisqu'ils ont mis un super secure element Infineon du tip top de fou. Ils auraient très bien pu aller viser les certifications FIDO, là, comme je vous montrais tout à l'heure, aller chercher la level 3, level 3+. Vu que Yubico, ils visent des marchés professionnels, bon, ça ferait plus sens d'avoir... Mais bon, peut-être que c'est en cours. Petit détail, le casing, le boîtier plastique est assez dur à ouvrir. Donc pour les attaques matérielles comme ce que nous on fait à Ninja Lab, ça rajoute, c'est bête, mais ça rajoute de la complexité d'attaque. Surtout si après l'attaque, on voulait la faire en mode service secret ou en mode... voilà, parce que je crois que j'ai une photo, on les voit un peu mieux. Il y a certains boîtiers, il faut y aller au pistolet RCO, au scalpel, donc on détruit complètement le boîtier. Donc dans un cas d'attaque imaginaire où je volerais le token pendant quelques heures à un utilisateur, je vais dans mon petit van que j'ai garé devant l'hôtel et j'ai mon petit matos, je vais complètement détruire le plastique pour ensuite avoir accès aux composants, mettre mon montage électronique autour du composant, faire mon attaque. Et ensuite, il va falloir que potentiellement j'ai une imprimante 3D ou que j'ai repréparé des boîtiers similaires pour repackager. Donc ça devient une attaque très compliquée. Même dans un bon film d'espionnage, c'est pas évident de la vendre. Ensuite, l'autre produit très connu dans les tokens FIDO hardware, c'est la clé Google Titan. Donc au début, Google l'a développée que pour ses employés. Donc tous les employés de Google, à un moment donné, ils ont eu cette clé, il fallait qu'ils l'utilisent pour se connecter le matin au boulot. Puis en 2018, Google, ils ont dit on va le vendre à tout le monde. En parallèle, ils avaient lancé un programme qui était un programme notamment pour, par exemple, des journalistes qui travaillent dans des pays où les droits humains, des choses comme ça, le droit des journalistes ne sont pas très bien respectés. Donc Google avait lancé un programme comme ça qui permettait de mieux sécuriser son compte Google. Et je pense qu'il y a eu un peu une idée de dire on va le proposer au monde entier, ce token. Ça permet aussi de rajouter un layer de sécurité pour des gens qui utilisent leur compte Google pour des besoins pro. Où on a tous entendu dans le domaine de la sécu des journalistes qui ont eu des histoires pas très cool parce qu'ils
qu'ils ont enquêté sur des choses qui ne plaisaient pas à certains gouvernements. Il y a 3 versions dans, dans la clé Google Titan. Donc vous les voyez là. En fait, ce qui change, c'est les interfaces de com. Il y en a une, c'est micro USB, NFC, BLE. Une autre, c'est de l'USB type A et du NFC. Et la dernière, elle a que de l'USB type C. Donc la petite, là à droite, elle a pas d'interface sans contact. Le casing, le boîtier plastique, il peut être facile ou très dur à ouvrir suivant la version. Celle de gauche, c'est très facile. Et les deux de droite, c'est plus dur. C'est un peu comme les Ubico. Il faut vraiment gratter pour ouvrir le plastique et voir ce qu'il y a dedans. Il se trouve que quand on ouvre la clé, on se rend compte que le hardware, la carte électronique, elle est faite par Feitian, qui est une société chinoise qui fait pas mal de devices, on va dire hardware, notamment pour la sécurité, aussi en marque blanche. Et que les 3 versions de la clé Google Titan, elles sont basées sur la même architecture. Il y a un composant pour la communication, avec donc ce NXP LPC là, qui fait l'USB, Bluetooth et compagnie. Et un autre composant, le Secure Element, le NXP A7005, qui lui va faire la crypto, va s'occuper de la partie sécurité. Donc en fait, ce produit-là, il est très semblable à la première génération de Ubico. Puisque vous voyez, le NXP LPC et le NXP A7005, en fait, on retrouve les 2 mêmes composants dans la clé Google Titan. Ce composant-là, le Secure Element, il est certifié, comme je vous disais encore une fois, critères communs au plus haut niveau. Et ils ont une certification FIDO juste du niveau fonctionnel. Pareil, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas cherché à faire quelque chose, à avoir une certification plus élevée. Dans les attaques connues sur cette clé, comme c'est une clé Google, je pense qu'elle a été pas mal regardée parce que c'est Google qui sortait un produit de Secure Hardware. Voilà. En 2019, il y a des chercheurs de chez Microsoft qui ont trouvé une vulnérabilité dans la pile Bluetooth et qui ont proposé une attaque par relais. Et donc, en gros, quelqu'un qui était dans le champ de communication en Bluetooth de votre clé Google Titan, il pouvait faire une attaque par relais, donc en fait se connecter à votre compte, et au moment où il devait s'authentifier avec la clé FIDO, et ben par relais Bluetooth, il venait parler à votre clé qui était à 10 mètres. Voilà. Les produits concernés avaient été rappelés par Google. Et voilà. Et nous, en 2021, donc, on a proposé notre attaque par canaux auxiliaires sur la clé Google Titan. Donc là, vous voyez le boîtier du composant. Enfin, on a ouvert le boîtier de la clé. Il y a le composant, le Secure Element, on a dû creuser pour mettre à nu la puce, ce qu'on appelle le die, là, qu'on voit au milieu. Et là, vous pouvez voir la petite sonde électromagnétique qui est posée au-dessus du composant, qui vient écouter l'activité électromagnétique pendant qu'on fait faire des calculs à la clé pour extraire le secret cryptographique. Voilà, donc c'est une attaque compliquée. Donc l'idée, c'était d'appliquer cette attaque dans un contexte de Evil Med Attack. On avait évalué à peu près à 10 heures d'accès à la clé pour monter toute l'attaque complète, y compris ouvrir le boîtier, refermer le boîtier, etc. Donc c'est quand même compliqué, il faut vraiment que vous soyez à l'hôtel, vous partiez faire un gros resto et puis vous alliez en boîte de nuit. Et nous, on vous vole votre clé à l'hôtel et toute la nuit, on a 10 heures, il ne faut pas traîner, quoi. Donc le but de l'attaque, ça permettait d'extraire la clé privée liée à, par exemple, au compte Google. Donc derrière, ça nous permettait de cloner la clé de l'utilisateur. Et il y avait quand même besoin de 12 000 € d'équipement, 10 000 € d'équipement et des compétences assez pointues en cryptologie et en attaque par auxiliaire. Et comme c'est une attaque très complexe, quand on a fait notre exposé disclosure à Google et à NXP, ils ont décidé de ne pas patcher. NXP, ce composant-là, ils ne le fabriquaient plus. Depuis, ils ont des nouveaux Secure Elements à leur catalogue. Et Google, ils ont considéré que c'était quand même une attaque très très complexe à mettre en œuvre. Et ils ont raison. Hein, et que le but premier des clés FIDO, c'est de se protéger contre les attaques remote, notamment attaques par phishing. Donc ils ont considéré qu'ils pouvaient vivre avec cette attaque et continuer à vendre le produit. On est habitué dans notre domaine quand on trouve une attaque à ce que les fabricants nous disent « Ah, c'est bien, mais on va quand même continuer à faire comme... Voilà, c'est pas grave. » Bon. Ensuite, on a regardé les clés de Feitian, donc cette société chinoise qui notamment sous-traite pour, par exemple, Google. Donc ils ont plein de références. Ils vendent, comme vous voyez là, leurs produits sous leur marque, mais ils les vendent aussi en marque blanche. D'ailleurs, sur leur site web, c'est marqué « On vend aussi en marque blanche », machin. Donc, notamment, Google avait sous-traité la partie hardware à Feitian.
Donc les boîtiers, suivant les modèles, ça peut être très facile ou très dur à ouvrir. Donc ils ont des modèles de toutes les tailles, ils ont des modèles tout simples, ils ont des modèles avec juste le bouton, ils ont des modèles avec PIN, ils ont des modèles avec empreinte digitale biométrie. Et ils ont vraiment un catalogue très varié. Et alors après, pour ce qui est des composants, alors c'est assez rigolo parce qu'en gros, on va retrouver, je vous passe un peu les détails de chaque truc, mais en gros, on va retrouver soit le fameux Secure Element NXP à 7005 qu'on retrouvait dans la première génération du Ubico et dans la clé Google Titan. Donc ce Secure Element sur lequel on avait réussi notre attaque par canne auxiliaire, ou alors un composant de chez Nation Z, qui est un fabricant de puces chinois, que nous, dans le monde, en Europe ou en Amérique du Nord, on connaît peu. Mais on sent qu'il y a des produits qui ont été développés pour le marché chinois. Puis il y a des produits qui sont vraiment très similaires au niveau de la forme. Et quand on les ouvre, on se rend compte que deux produits très similaires, il y en a un, il a le composant NXP, plus marché occidental, et un autre, il a le composant Nation Z, plus marché chinois. Voilà, donc pareil, hein, vous voyez à chaque fois en gras, vous voyez le NXP ou alors le Nation Z. Et c'est assez variable, donc ils ont des produits qui ont des certifications un peu élevées, d'autres pas. C'est assez inégal, Feitian. On sent vraiment qu'il y a ce côté, on développe pour d'autres fabricants et en même temps on développe aussi pour vendre en B2C. Donc du coup, voilà, on a plein de produits différents et du coup c'est un peu inégal. Ensuite, on a regardé des produits de Trusky, ça avait l'air plutôt bien. Il se trouve que c'est une société sud-coréenne et qui avait l'air assez récente, mais un peu en mode start-up, qui développe des produits de sécurité. Comme en Corée du Sud, il y a une grosse industrie dans l'électronique, la microélectronique, on s'est dit c'est intéressant de regarder. Et là, il se trouve que le composant pour la sécurité, c'est un composant d'un fabricant qu'on ne connaissait pas, EWBM. Il se trouve que c'est aussi une société sud-coréenne qui est un petit fabricant qui fabrique en fabless. Donc, vous savez, dans le monde de la microélectronique, le fabless, c'est quand on design son composant, mais qu'on n'a pas d'usine pour fondre, pour fabriquer le composant. Et donc, du coup, on va voir des sociétés donc, qui elles, ont les usines et qui fabriquent, mais qui n'ont pas les ingénieurs pour designer. Par exemple, Qualcomm est une société fabless. Qualcomm, ils designent leurs chips, mais ils les font fondre chez TSMC à Taïwan. Ils n'ont pas d'usine pour fabriquer. Alors que, par exemple, Intel design et fabrique leurs chips. Ils ont leurs usines, leurs propres usines. Ou ST Electronics, pour parler d'un acteur local de la microélectronique. Donc, on n'a pas trouvé de certification sur le produit FIDO, ni sur le composant. Donc, bon, après, on ne sait pas trop le niveau de sécurité qu'il y a dedans. Et petit détail pratique, c'est qu'effectivement, tous leurs produits sont très faciles à ouvrir. Il y a juste à déclipser le boîtier à chaque fois. Donc, dans le cas d'une attaque physique, bon, voilà. Et après, ils ont des produits rigolos, ils ont des produits tout simples, ils ont des produits aussi avec l'empreinte digitale, notamment celui de gauche, là, qui a une forme un peu de cône, pour mettre le pouce, on a l'impression. Donc, voilà. Donc, voilà le détail des différents produits. Comme je vous disais, effectivement, ils se ressemblent à peu près tous. À part pour les interfaces de com, c'est souvent la différenciation. Ensuite, on a regardé les produits de chez NeoWave, parce que c'est une petite société, une sorte de start-up française. Donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant de regarder ce qui se fait chez nous aussi. Et donc là, les trois produits qu'ils proposent, ils ont tous la même architecture, un chip pour la communication et qui fait Secure Element. Donc un peu comme les nouveaux produits du Ubico, ils ont un seul composant qui a les capacités de communication USB, etc., et qui a les capacités de crypto pour faire Secure Element. Le composant, donc c'est un composant de chez WiseKey. WiseKey, c'est une société suisse qui a racheté en fait la division historique de Atmel, qui faisait des composants carte à puce. Et Atmel, vous connaissez peut-être moins maintenant, mais Atmel, c'est les composants des cartes Arduino. Dans les années 90, Atmel, c'était un gros fabricant de microcontrôleurs. Maintenant, vous connaissez peut-être tous ST Microelectronics et les STM32 quand je vous parle de microcontrôleurs. Bon, il y a 10-20 ans, c'était Atmel qui était un peu la rockstar des microcontrôleurs. Et donc voilà, WiseKey a racheté la division composants carte à puce de Atmel historique, qui était basée à côté de Marseille. Et du coup, WiseKey continue à faire des Secure Elements et ils les font certifier critères communs par l'ANSI, etc. Donc très sérieux. Donc les produits NeoWave ont l'air très bien. Petit
Petit bémol, encore une fois, c'est que les boîtiers sont faciles à ouvrir au niveau boîtier plastique et faciles à refermer. Donc bon, voilà. Donc voilà pour les tokens hardware qu'on avait un peu regardé. J'espère que c'est pas trop geek, hardware geek pour certains d'entre vous. Et du coup, j'ai un peu de soft quand même pour finir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, donc je pense que tout le monde connaît l'ANSSI en France, l'Agence de cybersécurité française. Bon, en Allemagne, il y a l'équivalent qui s'appelle le BSI. Donc, le BSI, c'est l'ANSSI allemande. Hein, et ils sont plus gros que l'ANSSI et ils sont historiquement, ils sont toujours un peu en avance sur l'ANSSI, on va dire. L'Allemagne a toujours mis beaucoup de moyens en cyberdéfense, on va dire. Donc, c'est pas des rigolos, quoi. Le BSI, par rapport à la norme FIDO, ils ont eu 2 initiatives intéressantes. En 2017, ils ont publié ce qu'on appelle un profil de protection dans les critères communs. Ça veut dire quoi? C'est un profil de protection. Ça va être une sorte de documentation qui va définir, pour un type de produit donné, tout ce que le produit il doit théoriquement mettre en œuvre au niveau cybersécurité. Donc historiquement, il y a des profils de protection pour les passeports biométriques, par exemple. Il y a des profils de protection pour des cartes à puce qui vont permettre de s'authentifier sur son poste quand on travaille chez Thales ou chez Airbus, tout ça. Et donc là, ils avaient décidé de faire un profil de protection pour la norme FIDO. Donc c'était intéressant. Ils se sont dit, on va utiliser les critères communs pour ajouter du savoir-faire des critères communs pour la norme FIDO. Donc voilà, donc le document est disponible sur Internet. C'est pas très agréable à lire, mais voilà. Et en 2020, ils ont aussi développé une applet JavaCard. JavaCard, c'est un écosystème du monde de la carte à puce, historiquement, où en gros, on va développer une carte à puce avec un OS JavaCard. Et ensuite, chacun d'entre nous va pouvoir développer des applets, des petites applications en JavaCard et les charger sur la carte à puce. Et normalement, le JavaCard assure que les applications entre elles peuvent pas niveau mémoire et compagnie, il y a des requirements de sécurité, elles ne peuvent pas se hacker l'une à l'autre. Donc ils ont développé une applet JavaCard qu'ils ont mis sur GitHub. Initialement, ça a été développé pour être porté sur une carte à puce de chez G&D, qui est un gros fabricant de cartes à puce allemand. Et voilà, ils ont fait une certification de leur applet JavaCard. Et voilà. Et il y a une vulnérabilité qui a été reportée par Sergei Volokitin, qui travaille chez Riscure. Peut-être certains d'entre vous connaissent Riscure, qui est un grand laboratoire privé de sécurité matérielle hollandais. Voilà. En tout cas, c'était intéressant de voir que le BSI, il y a déjà plusieurs années, avait pris du temps et de l'énergie pour apporter sa petite pierre à la norme FIDO. Ensuite, quelques mots sur, historiquement, Gemalto, qui est maintenant une division du groupe Thales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Gemalto, c'est le leader mondial de la carte à puce. C'est une société qui est à la base marseillaise, qui est très connue dans le monde de la sécurité matérielle parce que c'est un peu historiquement les plus gros et les plus forts, on va dire, en développement de cartes à puce sécurisées. Et ils ont 3 produits FIDO qui font du FIDO. Donc, ils ont 2 produits, c'est des cartes à puce. Donc ça, je pense que c'est un peu parce que historiquement, dans certaines grosses boîtes, on avait le lecteur de carte à puce pour s'identifier sur son poste où on travaillait. Donc je pense qu'ils ont continué à développer certains produits FIDO au format carte à puce parce que, encore une fois, dans certaines administrations, certaines sociétés, il y a le poste de travail avec le lecteur carte à puce. Voilà. Et ils ont aussi un token qui a une forme, lui, plus de clé USB. Et donc, on peut remarquer qu'à l'intérieur, à chaque fois, ils ont mis des composants des Secure Element Infiniment SL78, comme les dernières générations du Ubico, donc le top du Secure Element, au niveau qui est certifié, critères communs et compagnie, tout ça. Il y a juste sur le token USB, là, on n'a pas réussi à identifier le composant. C'est peut-être voulu, certaines fois, les fabricants ils font exprès d'effacer les marquages sur les boîtiers plastiques des composants. Et maintenant, quelques autres mots sur des acteurs qui, à la base, vous attendez peut-être pas à ce que je vous en parle dans le cadre de la norme FIDO, mais j'imagine que maintenant tout le monde connaît le Bitcoin et les cryptocurrencies, les crypto-monnaies. Et donc, il y a 2 acteurs mondiaux très connus maintenant dans le monde des crypto-monnaies qui proposent des porte-monnaies matérielles pour stocker ces clés cryptographiques qui verrouillent nos comptes Bitcoin, Ethereum et compagnie. Le plus connu, c'est Ledger, qui est une boîte française, une start-up française qui développe le Ledger Nano S, Nano X, et il y en a un nouveau qui va bientôt sortir.
Donc en fait, et l'autre c'est Satoshi Labs. Satoshi Labs, c'est les Tchèques, c'est ceux qui développent Trésor. Donc c'est l'autre token hardware très connu pour stocker ses clés crypto liées à ses comptes Bitcoin et compagnie. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ces deux fabricants, leurs deux produits phares, bah, en fait au niveau hardware, c'est quasiment la même chose qu'un token hardware FIDO. Donc du coup, intelligemment, ces deux sociétés ont développé des applications qui permettent d'implémenter la norme FIDO. Donc si je veux avec mon Ledger Nano, où j'ai ma clé pour mon compte Bitcoin, je peux aussi y stocker mes secrets cryptographiques FIDO pour mon compte Google, mon compte GitHub, etc. Et pareil pour le trésor de chez Satoshi Labs. Alors la petite différence, c'est que Ledger, dans leurs produits, Ledger Nano S, Ledger Nano X, le Secure Element, c'est un Secure Element de chez ST Microelectronics. Enfin, il y a les deux suivant que vous êtes sur le Nano S ou le ST31 ou le ST33, suivant que vous êtes sur le Nano S ou le Nano X. Les deux produits phares de Ledger. Et ces composants de chez ST, c'est des Secure Elements qui sont certifiés critères communs au plus haut niveau de sécurité, etc. Donc c'est du béton de chez béton. En plus, Ledger, ils ont aussi fait une surcertification auprès de l'ANSI, avec un truc qui s'appelle la CSPN. Ledger ont mis beaucoup de moyens pour le choix du hardware de leurs produits, plus se faire certifier par différents schémas pour vraiment montrer patte blanche que c'est du lourd leur produit au niveau sécurité. Alors que le trésor de Satoshi Labs, il est basé sur un STM32, donc le microcontrôleur phare de chez ST Microelectronics, mais qui est un microcontrôleur généraliste, qui n'est pas dédié à la sécurité. Et d'ailleurs, il y avait, dans le cadre de l'utilisation du trésor pour les bitcoins et compagnie, il y avait déjà eu des experts en sécu qui avaient monté des attaques sur le trésor. Donc on sait que le trésor, il est très bien, mais par contre, si demain vous vous faites voler votre trésor, pardon pour le jeu de mots, contre un attaquant qui va faire une attaque matérielle dessus, potentiellement, il va extraire les secrets cryptographiques, que ce soit pour le compte FIDO ou pour votre compte Bitcoin. Donc voilà. Et puis maintenant, quelques mots sur d'autres très gros acteurs qu'on connaît tous, Apple et Google. Notamment Apple, parce que Apple, souvent, ils sont un peu réticents à implémenter des concepts qui viennent pas de chez eux. Mais quand même, au fur et à mesure des dernières années, ils ont commencé à implémenter du support pour FIDO. Donc d'abord, ils ont rajouté un WebKit pour Safari, pour la partie web Authent. Ensuite, ils ont ajouté donc, un support natif pour les authenticators FIDO, donc notamment hardware. Ensuite, en 2020, ils ont joint la FIDO Alliance, donc maintenant l'alliance où tout le monde peut adhérer dès lors qu'on vient implémenter ou utiliser du FIDO. Et en 2020, ils ont fait évoluer sur les iPhones et sur les MacBooks. On peut utiliser le Face ID et le Touch ID pour faire du FIDO 2. Donc, du coup, on peut se reposer sur la sécurité de Apple pour faire du FIDO. Voilà. Et puis, les produits Apple, ils ont des Secure Elements aussi très sérieux. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne façon de... Enfin, c'était bien qu'Apple fasse ce move parce que, du coup, ça facilite encore plus l'adoption de FIDO pour tous les gens qui ont des produits Apple. Et Google, au-delà de la clé Google Titan, ils ont aussi depuis Android 7, ils proposent aussi qu'on utilise nos téléphones Android comme authenticators FIDO. Et donc ça va utiliser un mécanisme de sécurité d'Android, donc avec le Keystore Attestation et le TEE du processeur applicatif du smartphone sur lequel tourne Android. Ces mécanismes-là vont être utilisés pour simuler un secure element logiciel, entre guillemets, et donc pour que la cryptographie se passe dans cette enclave-là. Et du coup, on va utiliser la biométrie, le secure display de Android, de notre smartphone et de Android, pour aller valider à chaque fois qu'on va s'authentifier. Donc voilà, pour conclure, eh bien, on voit que la norme FIDO elle est de plus en plus adoptée par plein de types de fabricants, et que ce soit pour du logiciel, du hardware. Après, d'un point de vue sécurité, le top, ça reste quand même un authenticateur hardware. Ce qui sera le plus compliqué à attaquer. Après, le problème, c'est que quand on le perd, alors idéalement, il faut en acheter deux. Un qu'on laisse au coffre-fort de sa société ou dans son... voilà, et l'autre qu'on a sur nous. Mais bon, et puis ça coûte plus cher, mais c'est quand même mieux. Quand le boîtier plastique il est dur à ouvrir et à remplacer, ça rajoute un layer de sécurité pour les attaques matérielles, pour les attaques physiques locales. Choisir un produit avec un Secure Element qui aura une certification de critères communs au plus haut niveau. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle AVA 25
au niveau des attaques. C'est mieux de choisir un produit qui a un secure element, qui est vraiment un secure element, bien sûr. Et les architectures avec 2 composants, un pour l'interface USB et un pour le secure element qui fait la crypto. Personnellement, je trouve que ça rajoute aussi un layer de sécurité, parce qu'on n'est pas à l'abri que les produits qui sont basés sur un seul composant qui fait interface USB et secure element, qu'un jour, quelqu'un trouve une faille logicielle dans la pile USB qui tourne sur le composant. Bon. Et puis, c'est vrai que les produits qui vont avoir de quoi taper un pin ou de quoi rentrer l'empreinte biométrique, ça va ajouter un facteur d'authentification. Donc, ça va ralentir à chaque fois l'aspect usabilité. Mais pour des applications très sécurisées, c'est quand même mieux. Voilà, et puis après pour le futur, la norme FIDO, comme je vous montrais tout à l'heure, a plusieurs niveaux de sécurité, donc level 3, 3+, mais on n'a pas pour l'instant de tokens qui ont été certifiés suivant ce niveau de sécurité. Donc il faut espérer que notamment des acteurs comme Yubico fassent l'effort, c'est toujours plus rassurant pour les utilisateurs, et aussi que certains produits utilisent le profil de protection du BSI pour, pareil, faire une certification avec ce profil de protection et montrer encore plus patte blanche en mode ce produit il est vraiment béton, il est inviolable. Et après, pour les potentiels chemins d'attaque, que je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts, en tout cas il n'y a pas eu de publication, c'est effectivement attaquer l'interface USB des tokens hardware FIDO qui n'ont qu'un seul composant qui fait interface USB et Secure Element. Pour les experts en sécurité logicielle embarquée, je me dis qu'il y a sûrement des trucs rigolos à regarder. Et puis après, sur les attaques matérielles, on va dire cryptographiques, il y a eu peu d'attaques par faute sur la signature cryptographique en elle-même qui ont été proposées, donc il y a peut-être des choses à creuser aussi. Voilà. Et ceci m'amène à la fin de ma présentation. Merci. Je ne sais pas si on a le temps, mais si vous avez des questions... Si, bien entendu, on a le temps pour les questions. Il y a plein de questions. Merci beaucoup. Alors, juste un truc. J'ai pas fait exprès de laisser écrit Yubico, hein, mais ça t'a servi. Le donc hasard c'est cool. fait bien les choses. Ouais. Et il en manque une. On a Maxime et Marcus qui vont avoir les micros dans la salle. Alors, levez le bras et ils vous amènent un micro directement. Au niveau de la YubiKey Neo, ici. Au niveau de la YubiKey Neo, comment ça se fait qu'une certification peut être donnée en fait à une clé matérielle, mais qu'elle soit enlevée dans un futur Donc là, sur la clé le produit historique de Yubico, celui qui est plus vendu, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, dans les critères communs, c'est une particularité des critères communs. Un produit va être certifié pendant un certain temps. Et si ce produit, au bout de, je crois que c'est 5 ans, enfin ça va dépendre des produits, les critères communs, ça permet de certifier tout. Donc il y a des parties de Windows, il y a des cartes à puce, on peut faire beaucoup de choses avec. Et donc les critères communs, le produit va être certifié pour une certaine durée. Et si votre produit, au bout de 5 ans par exemple, vous voulez toujours continuer à le vendre et vous voulez qu'il ait toujours certains critères communs, et vous allez faire ce qu'on appelle une surveillance. Vous allez retourner voir le laboratoire privé qui fait les tests et il va rechecker au vu de l'état de l'art qui a évolué pendant les 5 ans après votre première certification de votre produit. Il va aller on va refaire une certification en gros pour dire mon produit il a été certifié en 2010, est-ce qu'en 2015 l'état de l'art de la cybersécurité a évolué, est-ce qu'il est toujours aussi sécurisé ou pas, est-ce qu'il a le droit de garder sa certification ou pas, voilà. Puis c'est aussi une façon pour les fabricants de dire maintenant il faut acheter de nouveaux produits. L'ancien il est plus certifié, ça tombe bien, on a sorti le nouveau, le nouveau on vient de le certifier à l'instant, tenez achetez-le, il est un peu plus cher mais il est plus nouveau, il est plus beau, comme les téléphones, hein, c'est... Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Souvent dans les boîtiers sécurisés, on voit que la board elle est plongée dans un bloc de résine, ce qui rend la board plus difficile à piéger. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Oui, complètement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement tout à l'heure. Les clés qui sont justement dans des boîtiers plastiques, comme tu dis, qui sont fondus, c'est... Pour ouvrir la clé, pour aller étudier en mode attaque matérielle le Secure Element, ça se fait, mais on dégrade complètement le plastique. Et dans un cas hypothétique d'attaque où on voudrait repackager après le produit,
effectivement, ce serait faisable, mais ça demande des compétences. Il faut passer du temps sur l'imprimante 3D, ou enfin voilà, c'est sûr que les produits qui sont comme ça, ça rajoute. Enfin, c'est pas de la sécurité, comment dire, digitale, mais ça rajoute quand même la layer de sécurité, clairement. Bonjour, merci pour la présentation. Vous disiez tout à l'heure que je vais pas y arriver, que les clés Yubico sont plus fiables en fait que des logiciels. Mais donc ça, je le comprends tout à fait. Mais dans la vraie vie, moi, je pense que mes utilisateurs auront plutôt tendance à garder en fait la clé avec leur ordinateur portable. Et donc, dans le cadre d'un vol, malheureusement, la clé chez l'utilisateur, elle va être dans la sacoche. Oui. Donc, pour moi, c'est plus fiable sur le téléphone qui va être ailleurs ou qu'il va falloir déverrouiller. Et je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience sur ce. D'expérience, pas trop. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est sûr que le token hardware, c'est vachement bien, sauf si, surtout qu'il y a des... Je ne sais pas s'il y a un modèle là comme ça, mais il y en a qui sont vraiment tout petits. Donc c'est vrai que c'est vraiment facile de le laisser dans le port USB de son laptop. Et c'est vrai que le jour où on perd, où on se fait voler son laptop, du coup, le token, il est là. Donc je suis d'accord, c'est un bon iPhone ou un bon Android mis à jour, tout ça, on peut aussi se faire voler. Mais d'un autre côté, du coup, le voleur, et voilà, il n'a pas l'empreinte digitale ou le code PIN. Donc ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui est le mieux? Il faudrait demander après plus à des gens qui font vraiment du red teaming, des choses comme ça. Après, il y a quand même les clés biométriques aussi chez Yubi. Oui, c'est ça. Par exemple, je pense citer un parmi d'autres. Il y a quand même la clé biométrique où même s'il se le fait voler, s'il n'a pas le pouce ou pas, le doigt, ça va être compliqué. Ça, c'est bien. C'est bon pour les questions? Merci pour la présentation. J'avais une petite question sur les recommandations que vous aviez faites pour choisir une clé USB, notamment sur l'architecture en 2 puces où le contrôleur USB est séparé du microcontrôleur applicatif. Est-ce que avoir une architecture en 2 puces fournirait pas une surface d'attaque intéressante sur le bus de communication entre le processeur applicatif et le contrôleur USB? Normalement non, puisque comment dire, au niveau vu que finalement le protocole il se résume à une signature cryptographique faite par le Secure Element, les données qui passent entre les 2 puces, c'est les mêmes données qui vont passer entre le token et le serveur. Donc celles-là, peut y avoir une attaque man in the middle, il n'y a pas de problème. Derrière, on se base sur de la cryptographie moderne et il n'y a pas de problème. Après, si demain, vous arrivez dans une première étape, à exécuter du code dans une architecture de puce, exécuter du code depuis votre ordinateur sur la puce qui fait l'interface USB, et qu'ensuite, dans une deuxième phase, vous utilisez ça pour aller essayer d'attaquer le Secure Element, pourquoi pas. Mais bon, ça va être du... Ouais, je vois pas trop ce qu'il y aurait à faire, mais bon, pourquoi pas. On a le temps pour une dernière question. Alors, là-bas. Alors, il y en a... T'en voulais pas poser une? Il en a pas posé, je suis désolé. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous utilisez une clé, et si oui, laquelle et pourquoi avoir fait ce choix. Eh ben non, j'utilise pas de clé. J'ai testé un ou deux trucs, mais non. Effectivement, non, c'est vrai que j'utilise Google Authenticator, c'est pas bien, pour certains trucs, parce que c'était pratique, voilà. On est une toute petite structure au niveau pro, donc et sinon, si je devais acheter quelque chose demain, je prendrais sûrement du Yubico, je pense. Voilà. Ouais.
Après, c'est vrai que nous, dans notre travail, on a l'habitude de travailler sur des machines déconnectées physiquement du monde extérieur quand on travaille sur des projets clients très sensibles. Ça, c'est mon héritage de mon passé de l'ANSSI. Donc voilà, donc du coup, dans mon travail professionnel, quand on a des besoins de sécurité assez élevés, bah voilà, il n'y a pas moyen. Donc, mais effectivement, mon compte Google perso, par exemple, j'ai l'authentification, double authentification d'activer, mais pas avec une clé FIDO. Si je me connectais un jour depuis un cybercafé, et du coup, c'est par mail, je crois, enfin, je suis old school, quoi. Effectivement, comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Merci beaucoup. Merci. Dernière ? Ouais, allez, vas-y. Une question par rapport à Ninja Lab, du coup, comment vous faites financer? Parce que vous parliez d'équipements de 12 000 $ ou euros, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais comment c'est financé ça? Est-ce que vous attendez un certain financement de la part de Google, par exemple? Vous voulez dire les équipements, c'est les équipements que nous on a achetés quand on a développé quand on a construit la société, parce que c'est comme un menuisier va acheter des scies assez onéreuses, voilà. Après, quand on fait les travaux de recherche comme ça, c'est dans un cas idéal, on aurait un bounty, un bug bounty, mais là, en l'occurrence, Google avait dit non, pas de bug bounty, parce que le problème, c'est un secure element de NXP, donc c'est pas vraiment à cause de nous. Et donc là, c'est du temps, c'est de la R&D sur fonds propres, quoi. On passe une certaine partie de notre temps à Ninja Lab à faire de la recherche, à essayer de travailler sur des sujets qui nous semblent intéressants, d'aller les publier dans les conférences, notamment de cryptographie ou de cybersécurité. Et du coup, c'est un peu comme ça nous permet de nous tenir à jour et de faire de la com. Ce travail sur la clé Google Titan, l'attaque, on l'avait publié à Usenix Security, qui est comme une des plus grandes conférences au monde de cybersécurité. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire ce travail sans être rémunéré, mais derrière, c'est une façon de nous faire de la pub et d'apprendre en même temps, surtout. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas tout le temps facile, mais il y a pas mal de sociétés privées qui font ça, qui font de la R&D sur fonds propres parce que ça fait sens pour différentes raisons par rapport à la thématique de la société. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore applaudir.